Vous avez un chapitre justement sur qui contrôle qui dans le commerce. Et vous avez un duel entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Donald Trump. Vous êtes très dur avec les Européens dans ce chapitre. Vous dites qu'on s'est prosterné. Je pense qu'on a eu, si vous voulez, fondamentalement ce qui s'est passé lors du premier trimestre. En fait, jusqu'à la déclaration de la guerre commerciale, il y a eu une stratégie de prosternation des Européens, aussi bien des milieux politiques que des milieux économiques vis-à-vis de Donald Trump. La seule opposition construite, ça a été celle du pape François, de mon point de vue, qui a écrit aux évêques américains pour dénoncer les déportations de masse. Les choses ont changé en réalité dans l'attitude des Européens après le déclenchement du mois d'avril. Et puis on a eu la rencontre de Turnberry au mois de juillet entre Ursula von der Leyen et Donald Trump sur un golf appartenant à Donald Trump, qui a été une sorte d'acceptation du tribut et puis une défaite intellectuelle des Européens qui au fond ont expliqué les déséquilibres du commerce international avec l'argumentaire de Donald Trump. Et la justification, c'est pas Ursula von der Leyen qui est responsable seule. Elle a négocié, c'est sa compétence, elle a négocié en fonction des indications qu'elle avait reçues du Conseil européen. Mais l'explication principale, c'est qu'en fait, il fallait garder les Américains à bord pour l'Ukraine. Et quand vous lisez le communiqué, c'est très étrange, parce que pour le coup, c'est pas dans sa compétence, mais elle justifie au fond cet accord commercial du mois de juillet par l'Ukraine. Et ça illustre très bien le fait qu'on est désormais dans un rapport transatlantique qui, je dirais, croise les questions commerciales et les questions de sécurité. On va continuer à en parler en profondeur, puisque c'est pour cela qu'on vous a invité. Un dernier mot pour conclure, Alban Mikosi. Donald Trump est en train de continuer à répondre à des questions et il explique un tout petit peu ce que sont les alternatives. J'essaie de suivre en même temps. Donc, il y aura 10% de droits de douane pour le monde entier en utilisant dans la section 22. La section 22, j'ai cherché, c'est une taxe sur l'agriculture qu'il entend étendre à tous les secteurs d'activité avec des quotas d'importation par produit. Ça entrerait en vigueur demain. Je m'arracherai les cheveux à la place du secrétaire d'État au Trésor et du Commerce. Mais en même temps, que cette mesure est contestée par l'OMC. Là, pour nous l'éclaircir. Voilà, je vous donne les deux autres points qu'il vient d'aborder à l'instant. Donc, il confirme que pour l'acier et l'aluminium, ça ne bougera pas et les taxes resteront. Et il va s'attaquer aux pratiques commerciales déloyales, pratiquées notamment par la Chine et par l'Europe, a-t-il dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alban Mikosi et merci Christophe Gascard pour ce débrief en direct de la réponse de Donald Trump après ce coup de semonce de la Cour suprême. Alors, d'où vous est venue cette idée assez géniale de ces duels pour essayer d'aborder ce nouveau monde, ces nouveaux rapports de force mondiaux, cette clé d'entrée pour essayer de comprendre dans quoi nous avons basculé? L'idée, les idées de livres sont toujours un peu mystérieuses, mais en l'espèce, c'est en relisant Lénine, ce qui peut sembler étrange, peut-être est-ce dû à mon passé en Russie, mais vous avez une fameuse phrase, une fameuse question en russe qui s'appelle « Kto kavo » pour les russisants, qui veut dire « qui l'emporte ». C'est ce qu'on dit quand on fait un bras de fer. Et je trouve que nous avons des résurgences de léninisme, notamment la discipline de parti, et que la mondialisation, souvent expliquée comme l'intensification des échanges commerciaux et économiques, et aussi le succès d'une grande organisation léniniste qui s'appelle le Parti communiste chinois. Et c'est un paradoxe, à mon avis, auquel Lénine, probablement entre 17 et 21, ne s'attendait pas. Et donc, j'ai reformulé la question de Lénine par qui contrôle qui, parce que je pense que c'est une question qui correspond davantage au système interdépendant, multilatéral et fluide dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que oui, il y a parfois des gagnants et des perdants de manière très nette, mais il y a souvent, en fait, des jeux qui se jouent sur différents plans, et cette idée de contrôle permet davantage, à mon avis, de saisir la complexité du système international. Et en même temps, il n'y a jamais cette vision morale. C'est ça qui est intéressant dans le qui contrôle qui. Oui. Vous donnez toutes les clés des dépendances, des sanctions, des rapports de force, sans jamais demander aux lecteurs de choisir un camp. Que ce soit Khamenei, Netanyahou, que ce soit Poutine, Zelensky, que ce soit Narendra Modi, Xi Jinping. L'important, c'est de comprendre justement le qui contrôle qui, pas de le juger. Et puis, il y a un autre aspect dans le choix des duels, c'est qu'en réalité, on est dans un moment, on le sent bien, où les rapports de droit se transforment en rapports de force, et donc je voulais les incarner, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une dimension très psychologique dans la politique internationale, qu'on a des grands fauves, et que cette dimension personnelle
est décisive, mais qu'en même temps, elle permet pour le lecteur d'entrer ensuite dans des mécanismes beaucoup plus profonds, en fait, qui expliquent typiquement la décision de ce soir. C'est-à-dire que ça permet aussi d'expliquer comment la relation transatlantique fonctionne ou dysfonctionne à travers, si vous voulez, des personnalités qui, en l'espèce, deviennent un peu des personnages. Dans Alors, on va entrer dans les duels. Pour revenir à Trump, puisqu'il est sous nos yeux, jusqu'au Groenland, effectivement, on a le sentiment que l'Europe se couchait. Puis arrive cette histoire de Groenland, il avait l'air très déterminé, le Trump, pour prendre le contrôle de cette grande île. Et là-dessus, on envoie 30 soldats là-bas. Européens. Depuis, on n'en parle plus. Donc, j'ai tendance à me dire, je suis un observateur naïf, mais j'ai tendance à me dire, mais pourquoi on ne lui a pas dit non tout de suite à celui-là? Parce qu'on lui dit non, là, il recule. Il a préféré ne pas nous faire la guerre. Parce qu'évidemment, on met 30 soldats, il peut en envoyer 15 000, mais il est sûr de gagner, mais il est obligé quand même de les contraindre par les armes. Oui. Or, on est alliés aux États-Unis, en principe. Donc, c'était un problème politique. Et ce genre de calcul, j'ai l'impression que les Européens ne l'ont pas fait. Ils commencent à comprendre qu'effectivement, on peut le faire reculer en se contentant. On dit non, on n'est pas d'accord. Voilà. Et maintenant, faites ce que vous voulez. Je vous rejoins dans la relation que je voulais faire tout à l'heure. Effectivement, l'épisode du Groenland est un épisode très, très, très important. Cela étant, je resterai aussi prudent parce qu'il faut s'attendre à des foucades, en fait. C'est-à-dire que le système Trump ne peut que accélérer. Une condition de son maintien au pouvoir, c'est d'être, à mon avis, dans l'accélération et dans les foucades. Donc je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait d'autres tentatives. Maintenant, peut-être que ce que les Européens, effectivement, considèrent, en regardant aussi ce qu'ont fait les Chinois, parce qu'en réalité, la première opposition commerciale à la décision de Donald Trump, ça a été la réponse chinoise qui était de dire très bien, nous allons contrôler nos exportations sur les terres rares, et qui est le produit, ce que j'explique dans le livre, d'une stratégie très patiemment construite de maîtrise et de contrôle des chaînes de valeur pour tout ce qui est lié aux technologies bas carbone. En réalité, ce sont les Chinois qui ont, d'une certaine manière, répondu le plus vivement. Et les Canadiens aussi ont résisté. Mais ils ont obtenu des droits meilleurs. C'est vrai, mais ils sont pas dans le même rapport de force, évidemment, que les Chinois ou que même les. Et donc, les Européens. vous n'avez pas mis ce duel Trump-Xi Jinping. On va venir au duel avec Narendra Modi, parce que c'est important de réussir à déconcentrer notre regard occidental. Mais qui contrôle qui des deux? Une partie de la réponse, ça sera au mois d'avril avec la rencontre. Pour tout vous dire, l'éditeur voulait que je fasse un chapitre sur les deux, mais je pense que c'est un livre en soi. Et c'est une relation en réalité très complexe parce que ce sont deux économies siamoises. Et derrière, si vous voulez, le leadership économique mondial. En fait, le vrai sujet, c'est qui va devenir le boss du capitalisme global. Mais c'est la Chine dans quelques années, non? Pas forcément. La Chine aspire à cette première place mondiale, avec l'horizon 2049 du centenaire de la République populaire de Chine. Mais les États-Unis n'ont pas du tout renoncé à être le primus inter pares. Et le modèle chinois est aussi, ce que j'essaie d'indiquer dans le livre, est aussi à un moment charnière parce qu'il y a un vieillissement accéléré de la population chinoise et que donc ce qui a fait le succès remarquable de la Chine depuis 1979 est à reconsidérer. La Chine nous annonce une croissance de 5% officiellement. Officieusement, c'est peut-être plutôt du 2,5%, du 3%. Et donc, en fait, le modèle chinois repose sur sa capacité à exporter, notamment vers l'Europe, et que dans le même temps, on a des États-Unis qui ont beaucoup diminué leur puissance manufacturière, mais qui restent très forts dans le domaine technologique et dans le domaine financier. Donc la réponse, je me garderai de donner une réponse définitive ce soir. Bien sûr. Alors justement, on regarde beaucoup l'axe Washington-Pékin, mais vous nous dites, c'est New Delhi-Pékin qu'il faut regarder. Le duel Narendra Modi-Xi Jinping. Là, on est à 40% de la population mondiale, avec ces deux pays. Je ne sais pas combien de PIB à eux deux. 21%. Plus de 20%. Voilà, donc c'est gigantesque. Pourquoi cette relation est importante et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à mesurer en étant toujours un petit peu focalisé sur la question occidentale? Vous savez, il y a deux chiffres qui résument très bien ce qui s'est passé avec la mondialisation. En 1985, lorsqu'on lance le marché commun, en Europe on lance le marché commun, la Chine et l'Inde, c'est 5% du PIB mondial. Et aujourd'hui, c'est 21%. Donc ces deux chiffres montrent ce qui s'est passé en 40 ans en réalité. Ensuite, vous avez 3 milliards d'individus concernés.
Vous avez un pays vieillissant, la Chine, comme je le disais précédemment, et un pays, l'Inde, qui est en croissance démographique, qui a un dividende démographique et qui peut l'utiliser dans les 20-30 ans qui viennent. Et donc, vous allez avoir ensuite une asymétrie démographique qui va s'accentuer entre les deux pays. Et puis, vous avez deux pays qui, aujourd'hui, sont devenus un axe de rotation de la mondialisation, avec la puissance manufacturière de la Chine et avec la puissance agricole et de services de l'Inde, qui va devenir à moyen terme la troisième économie mondiale. C'est une relation extrêmement importante, déjà pour des raisons, je dirais, structurelles. Et à cela s'ajoutent des raisons plus conjoncturelles. Vous avez une zone de tension qu'on ignore complètement en Europe, mais une zone de tension majeure qui est l'Himalaya, parce que le tracé frontalier n'est pas arrêté entre Chine, Inde et Pakistan. Et puis, vous avez de plus en plus aussi une confrontation qui se joue en haute mer, parce que la Chine a compris que la mondialisation, c'était une maritimisation, et donc investit beaucoup sur sa marine, sur ses capacités navales, sur des investissements portuaires. Et l'Inde réagit également, considérant qu'elle doit être la puissance dominante dans l'océan Indien. Sans surprise. Donc en fait, c'est vraiment une relation, à mon avis, tout à fait importante à observer et qui a été modifiée par Donald Trump là aussi, parce qu'il y avait une relation, ce qu'on appelait le Quad, assez bonne entre l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis, précisément pour essayer d'encadrer la montée en puissance de la Chine. Mais Donald Trump, en avril dernier, a décidé de droits exorbitants sur l'Inde, qui un peu mécaniquement, c'est pas s'est rapproché, mais s'est distancié des États-Unis, et de ce point de vue-là, a resserré un peu les liens. L'Inde multi-alignée peut être un partenaire à la place des États-Unis, et peut-être que finalement tout ce désengagement américain peut nous permettre, nous, Européens, de se tourner vers d'autres marchés. Un duel qui vous a passionné, Laurent ? Non, je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration du Premier ministre canadien qui a expliqué qu'au temps des empires, des puissances comme la nôtre ou comme l'Europe devaient contrecarrer cet impérialisme en provoquant des coalitions des pays moyens, des autres pays. Ça vous paraît un rapport de force possible, ça, de contrebalancer cette énorme capacité de contrôle, comme vous dites, en s'alliant comme ça avec des gens un peu plus petits, mais prêts à travailler avec nous? Vous savez, on a beaucoup travaillé à l'IFRI sur cette notion de puissance moyenne, et en fait, la très grande majorité des pays du monde ne veulent pas être piégés par les sphères d'influence telles qu'elles sont aujourd'hui présentées par les États-Unis. C'est le grand changement quand même de l'administration de Trump, par la Russie, qui est aussi dans une logique de sphère d'influence, et par la Chine. Et ces pays veulent continuer à bénéficier de la mondialisation, c'est-à-dire de systèmes relativement ouverts, comme en fait condition de leur enrichissement par le commerce. Donc il y a possibilité et considèrent qu'il faut un minimum de règles communes. Donc en fait, il y a un espace, à mon avis, politique qui existe. Après, pour les Européens, pour des pays comme le Canada, comme le Mexique, comme le Vietnam, les pays d'ASEAN aussi, les pays africains. Mais la limite, évidemment, c'est dès qu'on touche aux questions de sécurité d'une part, et l'autre limite, c'est que tout le monde rentre un peu dans une logique transactionnelle, c'est-à-dire que tout le monde veut faire du commerce et essayer de bénéficier au mieux des interdépendances, et donc de trouver des points de contrôle. Alors, il nous reste une dernière question, 1 minute, le temps presse malheureusement. Il y a plein de duels passionnants pour le Moyen-Orient, Khamenei, Netanyahou, à l'heure où Donald Trump a amené un deuxième porte-avions. Voilà, on y vient. La Silicon on Valley. On a les mêmes idées. Le dernier chapitre concerne le désir, la question psychologique, le prestige, l'ego. Et il y a cette question, ce duel, la Silicon Valley, les big tech et leur passion pour la technologie sans limite, et le Vatican, l'humanité. Qui contrôle qui ? Alors, il se trouve que j'étais dans la salle lorsque le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a fait son fameux discours à Munich en février dernier. Et qu'en travaillant sur J.D. Vance, je me suis rendu compte qu'il expliquait sa conversion au catholicisme par sa rencontre avec Peter Thiel, désormais fameux fondateur de PayPal et de Palantir, qui est un peu, je dirais, un intellectuel oligarque, c'est-à-dire qu'il a fait fortune, il a eu des grands succès technologiques, et maintenant il nous explique le futur qui sera le nôtre. Et l'idée principale, si vous voulez, de ce chapitre, c'est que je pense que la grande dialectique historique entre le pape et l'empereur a rejoué, c'est-à-dire que J.D. Vance, si vous vous en souvenez, a forcé symboliquement les portes du Vatican en arrivant avec ses 40 SUV, cherchant à obtenir une forme d'onction en fait, de la part du pape François qu'il a reçu la veille de sa mort.
Voilà. Et qu'en même temps, le pape François, je le disais précédemment sur sa lettre aux évêques américains, mais également dans le traitement qu'il avait réservé à Donald Trump lors de son premier mandat, s'est toujours beaucoup opposé, au fond, à cette lecture d'un catholicisme identitaire par rapport à un catholicisme de foi. Et je pense que la suite, c'est le pape Léon qui va l'écrire. Qui va l'écrire et qui est quand même un choix très intéressant puisqu'il est né américain, naturalisé péruvien avec des ascendances européennes. Et en ce sens, qui peut prévoir, certainement pas l'intelligence artificielle, le résultat d'un conclave. Merci infiniment Thomas Gomart. Qui contrôle qui? C'est à lire aux éditions Taillandier. C'est vraiment une lecture absolument recommandée parce qu'il ne faut pas être un expert en géopolitique pour vous lire.